Bonjour et bienvenue encore une fois au Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, nous allons examiner un chapeau qui est devenu indissociablement associé à un certain empereur des Français, le bicorne. Un chapeau très particulier, le bicorne était formé à l'origine en prenant un chapeau à large bord rond et le repliant sur lui-même pour former deux pointes, un peu de la même façon que le tricorne, dont il descend. À la différence de ce dernier, le bicorne est une coiffe presque exclusivement militaire, rarement vue dans le civil. Emblématique des armées européennes, et celles qu'elles ont influencées pendant les guerres napoléoniennes, il a tout de même subsisté parmi les tenues d'apparat pendant plus d'un siècle et demi, avec quelques survivants de nos jours. Le bicorne commença à apparaître dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec une lente évolution du tricorne, dont il est un descendant direct. Le tricorne, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, était en effet un chapeau de choix de la majorité de ce siècle. À l'origine presque parfaitement triangulaire, au fil du temps et de la mode, la corne avant rétrécit progressivement. Certaines théories suggèrent que ce rétrécissement est pour le rendre moins encombrant lorsque porté sous le bras, comme c'était souvent le cas avec l'aristocratie, dont les perruques extravagantes rendaient le port sur la tête instable. Quoi qu'il en soit, vers les années 1780, la corne avant du tricorne était réduite à presque un simple pli. Les officiers, qui s'habillaient souvent à leurs frais et faisaient donc confectionner leurs propres uniformes, voulaient rester à la mode et suivirent les hautes classes en se faisant faire des chapeaux avec un avant simplement courbé, qui était beaucoup plus proche du bicorne que du tricorne. Ceci fut aussi le cas avec les officiers des nouveaux États-Unis, qui voulaient imiter leur allié français et se démarquer des Anglais dont ils venaient de se déclarer indépendants. Avec la Révolution française, le style se répandit aux troupes et dans la marine. Même la Royal Navy adopta des bicornes, contrairement à l'armée qui resta fidèle au pseudo-tricorne, comme on peut le voir dans cette scène de la série Hornblower. Comme c'est le cas avec les modes, ce style fut très vite imité par d'autres pays, voulant montrer une allure militaire moderne. Le bicorne à cette époque se portait de façon réglementaire avec les pointes parallèles aux épaules, ou en bataille selon le jargon militaire. Mais très vite, une nouvelle façon de le porter émergea, avec les pointes vers l'avant et l'arrière, ou en colonne. Ces termes, et façons de le porter, viendraient des troupes françaises, qui avaient tendance à le tourner sur la tête lorsqu'ils marchaient en colonne pour se rendre au champ, de façon à ce que leur fusil ne percute pas lorsqu'il était posé sur l'épaule. On a vu que le tricorne était porté de façon similaire autrefois. Mais lorsqu'ils s'apprêtaient à combattre, ils le tournaient parallèle à leurs épaules pour leur donner une figure plus imposante sur le champ de bataille, ce qui était la façon réglementaire de le porter. Malgré cela, le style en colonne était assez apprécié car il donnait une allure légèrement négligée et stylée à laquelle les soldats, et même leurs officiers, ne pouvaient pas résister. Ainsi, après le tournant du XIXe siècle, on vit de plus en plus d'officiers porter des bicornes conçus pour être mis perpendiculairement aux épaules. Les lieutenants de la Royal Navy les adoptèrent vite, contrairement aux officiers supérieurs, plus conservateurs, et voulant être reconnus, qui le gardèrent dans le style traditionnel. Les maréchaux de Napoléon le portaient selon leurs préférences, et on voit souvent des tableaux avec les deux styles coexistant côte à côte. On ne peut parler du bicorne sans aborder son plus célèbre porteur, Napoléon Bonaparte. Il en fit son symbole, à tel point que la silhouette d'un homme en bicorne, porté en bataille, l'évoque immédiatement. Lorsqu'il était officier dans l'armée, Napoléon portait le tricorne à courte pointe comme n'importe quel autre militaire, qui évolua en bicorne au cours des guerres révolutionnaires. Il avait la coiffe standard générale lors des campagnes d'Italie, un large chapeau à plumes et galons dorés, ou alors à cocarde tricolore qu'il portait parfois légèrement en biais. Mais hors des occasions officielles, il préféra un chapeau simple en feutre noir, sans dorure, avec une cocarde qu'il appelait chapeau français. Après avoir été sacré empereur, il adopta définitivement ce chapeau simple qui, combiné à sa redingote grise, forma son image de marque voulant se rapprocher des simples soldats. Fabriqué par la maison Poupart pour un coût de 60 francs, le salaire quotidien moyen de l'époque étant d'1 ou 2 francs, Napoléon en achetait environ 4 par an pour remplacer ceux qui s'usaient ou se perdaient lors des batailles. Il en emmena même avec lui en exil à Sainte-Hélène. En tout, environ 120 ont été fabriqués pour lui, dont une trentaine survivent jusqu'à nos jours. L'époque napoléonienne marque le sommet du port du bicorne. Mais au cours des guerres, il migra pour devenir la coiffe exclusive d'officiers.
Les soldats du rang adoptèrent le shako d'origine hongroise vers le tournant du siècle, et les Français firent de même en 1806. Le bicorne devint donc une marque de rang et d'autorité. Les officiers français, prussiens ou russes en portaient de plus en plus haut, de plus en plus extravagants, avec des broderies, des plumes et d'autres cocardes. Après la fin des guerres napoléoniennes, le bicorne se simplifia de nouveau. Porté de plus en plus souvent en colonne, ce qui lui donnait l'avantage de pouvoir être plié sous le bras lorsqu'il n'était pas porté, il perdit un peu de la hauteur et progressivement fut relégué aux tenues d'apparat, remplacé sur le terrain par des képis, casquettes et autres coiffes plus pratiques pour le jour. Il resta néanmoins populaire parmi les chefs des guerres d'indépendance en Amérique du Sud, particulièrement Simón Bolívar. On notera deux groupes qui résistèrent à la mode de porter le bicorne en colonne, la gendarmerie française et les carabinieri italiens. Tous les deux continuèrent à porter le bicorne parallèle aux épaules tout au long du XIXe siècle, les gendarmes le portant jusqu'à son remplacement par le képi en 1905. Avec une forme de plus en plus réduite et des cocardes plus marquées, le bicorne devint généralement la coiffe d'apparat des officiers de marine et des diplomates en grande tenue. Toujours une coiffe d'uniforme, il avait moins de présence dans la vie courante et donc, contrairement au tricorne, résista moins aux changements de mode qui virent l'apparition des coiffes plus pratiques. Il continua à être utilisé par la plupart des marines et les uniformes civils de beaucoup de pays jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après ce conflit, seules quelques nations comme la France, le Royaume-Uni ou le Japon conservèrent un bicorne parmi leurs tenues, mais même ces derniers l'abandonnèrent définitivement après la Deuxième Guerre mondiale. Déjà rare, le bicorne devint presque éteint. Il subsiste néanmoins dans certains domaines précis, tous des uniformes de grand apparat. En France, il est connu pour être la coiffe de grande tenue des polytechniciens et des immortels de l'Académie française. Plusieurs officiers de l'armée britannique le portent en grande tenue pour le Trooping the Colour. Il est aussi porté par certains gouverneurs de territoires d'outre-mer britanniques et des officiels du Commonwealth. On le voit aussi dans la grande tenue des huissiers de certaines communes suisses. Tout ceci le porte en colonne, mais les carabinieri italiens continuent à le porter en bataille avec leur grande tenue. Il apparaît aussi sur les pancartes de signalisation pour indiquer leur station. Grandiose symbole de Napoléon, marqueur d'autorité militaire, maintenant pittoresque élément d'uniforme de tradition, le bicorne, bien qu'ayant presque disparu, perdure et a certainement marqué l'histoire. J'espère encore une fois que vous avez aimé cette vidéo et me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Et jusque-là, chapeau à vous tous.